Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire qui va se tenir sur cycle de vie d'une application. Alors, je me nomme Jedik Makani et aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes accompagnés de Siyak Ovaga qui va nous briefer sur ce nouveau thème, cycle de vie d'une application. Avant de commencer, je voudrais vous présenter en quelques mots Codeness Africa. Alors, Codeness Africa est une entité mise au service des Africains qui est là pour briefer les Africains sur diverses technologies, nouvelles technologies, et leur présenter les acteurs de ces innovations. Nous travaillons avec des professionnels engagés et certifiés dans différents domaines. Nous participons aussi à des projets et accompagnons les entités à réaliser leurs projets. Et Siyak Ovaga est le coordonnateur de Codeness Africa. Il est aussi le gérant du cabinet CIPI. Et le cabinet CIPI est spécialisé dans la digitalisation du manuel de procédure et utile à la prise de décision. Nous avons aussi d'autres partenaires comme GAD Digital que nous allons vous présenter prochainement. Mais revenons au sujet de notre webinaire de ce jour qui va se tenir sous cycle de vie d'une application. Bonjour Monsieur Ovaga. Bonjour. Alors comment allez-vous? Oui, je vais plutôt bien, très bien. Vous pensez que vous êtes prêt à nous présenter ce beau thème? Oui, c'est un très beau thème. C'est un thème qui m'est personnellement à cœur, donc je vais le présenter avec grande joie. D'accord. À cet effet, nous vous donnons la parole pour nous briefer sur ce grand thème. Déjà, bonjour. Bonjour pour une nouvelle fois. Donc, je me présente Siyak Ovaga. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui m'est à cœur, qui est le cycle de vie d'une application. Alors, au niveau du sommaire, nous allons parler de la présentation, de la roadmap. Nous allons parler du workflow au niveau de Git, le câble Kanban, la gestion d'incidence, et nous allons finir par tout ce qui est conseil autour des bases de données, variables d'environnement. Donc déjà, je me présente Siyak Ovaga, je suis gérant du cabinet, j'ai 7 ans d'expérience, ça c'est ce qui est officiel, je pense que je suis un peu plus. Dans l'automatisation des procédures de métier, transformation digitale, gestion de manuels de procédures, veille technologique, conduite de changement. Alors, voici un peu le cabinet. Donc, le cabinet dont je dirige est spécialisé dans la digitalisation des manuels de procédures pour des projets institutions. Nous sommes aussi AWS Network et nous organisons régulièrement des activités. Et comme dit, nous sommes toujours à la recherche des représentants et des consultants pour travailler avec nous. Alors, la première chose qu'on va se poser, déjà quand on parle de cycle de vie d'une application, il faut parler de Git. Alors, Git, c'est aussi simplement, c'est un logiciel qui permet de pouvoir gérer les versions de votre code. Et depuis 2016, Git est devenu le gestionnaire le plus populaire et le plus utilisé par plus de 12 millions. Et je pense que 12 millions, c'est peu. Aujourd'hui, on peut dire tous les développeurs pratiquement utilisent Git pour la gestion de versions du code. Alors, la première question qu'on va se poser, pourquoi il faudrait d'abord faire de la version de votre code? La première des choses, c'est pour l'archivage en cloud. Donc, sur l'archivage en cloud, il faut déjà comprendre qu'au lieu d'avoir votre code sur votre PC, à travers Git et des solutions comme GitLab ou GitHub, directement votre code est hébergé en cloud. Et étant hébergé en cloud, vous avez moins de risques sur la perte de la sécurité d'accès. Alors, la deuxième des choses, c'est le travail en équipe. Il faut se dire que avant, lorsqu'il fallait travailler à plusieurs sur un seul projet, c'était très difficile parce que il n'y avait pas tout ce qu'on appelle par gestion de workflow pour dire que
Est-ce que c'est en pré-prod? Est-ce que c'est en prod? Est-ce que c'est d'abord une nouvelle idée? Après de la nouvelle idée, il fallait intégrer. Donc, JIT aide un peu tout cela. Ça permet à tout le monde de participer sur un projet et d'avoir un compartiment d'action. Alors, le suivi de version, c'est ça qui est la première des choses, c'est que vous êtes capable de pouvoir faire évoluer votre solution tout en gardant intacte votre gestion de production. Et lorsque la solution que vous avez fait avancer suffisamment mature plutôt, vous pourrez la migrer sur votre version en production. Alors, généralement, il y a deux structures au niveau de JIT qui sont les meilleures, bon, qui sont les plus utilisées. Hein. Il y a JIT-Lab et il y a JIT-Hub. Donc, voilà un peu les deux logos des deux structures. Après, bon, le but de la discussion ici, c'est de ne pas venir dire qu'est-ce qui est mieux que l'autre. Alors, déjà, quand on avance au niveau on gobe un point de projet, la première étape qu'il faut faire, c'est la roadmap. Alors, lorsqu'on parle de roadmap, la roadmap, c'est les différentes... en fait, quand c'est une vue sur votre projet, une feuille de route, pour dire que, bon, ok, là, j'ai lancé un projet, mais j'aimerais qu'à la version 1, qui était fonctionnalité intégrée, à la version 2, qui est YZ fonctionnalité, qu'à chaque version, qui est de nouvelles fonctionnalités à pouvoir intégrer. Donc la roadmap, généralement ça se fait sous forme de sprint. Les sprints, c'est généralement une semaine. Donc vous avez un peu ce document. Maintenant cette roadmap, lorsque vous finissez cette roadmap là, cette roadmap donne une vue du projet et vous permet de pouvoir échelonner votre projet. Vous allez par exemple voir, pour ceux qui ont les téléphones Android ou OS, régulièrement vous avez des mises à jour. Mais ces mises à jour ne sont pas faites par hasard, ils ne font pas évoluer leur application par hasard, ils font évoluer leur application souvent, c'est par la roadmap, ou encore c'est dans les cas d'incident, ça signifie qu'il y a eu un bug qui s'est passé et que rapidement ils doivent faire des ajustements. Alors, déjà, nous avons parlé de la roadmap, donc déjà nous avons dit qu'il faut faire la roadmap, mais après, il faudrait savoir que malgré que nous faisons la roadmap, notre application doit avancer selon un cycle. C'est ce qu'on appelle par le cycle, le workflow JIT. Alors sur ce point, il y a beaucoup d'approches. Il n'y a pas une approche qui est mieux qu'une autre. Chaque société ou chaque structure par rapport au type de projet utilise l'approche, mais ça c'est le choix qu'on utilise régulièrement au cabinet. Donc vous avez ce qu'on appelle par un feature. Feature, c'est juste une idée. Donc ça signifie qu'on s'est réveillé, bon, selon la roadmap, on aimerait ajouter une nouvelle fonctionnalité. On crée une branche. Une branche, c'est juste une version du code. Donc c'est juste comme une copie du code, qui est accessible qu'on peut modifier. Donc on crée une branche feature. Alors la branche feature est souvent attribuée avec une mission. Lorsque cette branche est suffisamment traitée ou est suffisamment avancée, il y a le premier merge request qui fait que cette branche-là est mergée au niveau de la branche dev. Donc la branche dev, c'est un peu la branche un peu sale. Voilà. Parce que toute idée, toute nouvelle fonctionnalité tire de la branche dev. On tire de la branche dev et on conçoit la nouvelle idée. La branche preview, c'est une branche qui n'inclut pas dans le processus, mais cela permet à, par exemple, une équipe qui a codé, une équipe qui a travaillé, de pouvoir avoir une vue pour savoir qu'est-ce que ça donne. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur une interface graphique en front-end, j'ai travaillé sur une vue spécifique. Ce que je pourrais faire, c'est pour ceux qui font le code review. Alors, le code review, c'est une personne dans l'équipe qui aura pour but de pouvoir analyser est-ce que les fonctionnalités étaient répondues. Souvent, c'est le code review où dans les entreprises, c'est les heads fonctionnels. Donc, c'est des gens de le fonctionnel, c'est eux qui vont regarder pour se voir est-ce qu'ils sont assurés.
au lieu d'avoir chez eux de réinstaller l'application de leur PC, souvent il fait une merge request, donc il dépose le code dans la branche preview pour pouvoir voir les résultats. Bien sûr, il faut comprendre que dans tout cela, il y a une partie DevOps. Donc ça signifie que au niveau de votre application, vous avez des infrastructures. Sur les infrastructures, vous avez des serveurs, vous avez intégré. Vers la fin, je pense que je vais venir parler vers les serveurs. Et lorsque sur le dev, les choses sont suffisamment bien avancées, on fait un release. Alors le release, c'est ce qu'on appelle par la pré-prod. Donc c'est une branche pré-prod qui est souvent la branche qu'on remet au niveau du client, qui le permet de pouvoir valider une fonctionnalité ou valider la solution avant de le faire passer en production. Donc cette branche release là, c'est la branche pré-prod, c'est ce qui est communiqué. Maintenant sur cette branche release, on a deux possibilités. On a une release preview. Alors la release preview, c'est une branche qui est utilisée pour ceux qui travaillent sur les architectures microservices. Cela signifie que par exemple au niveau du backend, on a introduit une nouvelle fonctionnalité et que la personne qui a introduit une nouvelle fonctionnalité aimerait juste tester avant de faire passer sur la branche dev, tester son code, voir comment ça donne. Donc c'est là que nous avons souvent fait un release preview. Alors release fixe, c'est des trucs qui ne sont pas très intéressants. Pourquoi? Parce que ça signifie que lorsque le code arrive au niveau du release, il n'y a pas eu de test unitaire pour vérifier la qualité du code, il y a tout un truc qui n'a pas été fait. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une modification directement sur le release. Parce qu'elle est faite une question sur le dev peut évoluer, il peut avoir d'autres fonctionnalités. Donc si vous devez ramener au niveau du dev, au niveau du release, il y aura d'autres fonctionnalités, ça peut amener d'autres problèmes. Donc souvent on fait un release fixe, donc ça signifie que c'est une branche qu'on crée urgemment, ou qui va comporter les ajustements par rapport à l'incident qu'on a remarqué. Et de ce code-là, on le merge vers le release, mais il faudrait se rappeler que le release fixe doit être mergé dans le release, il doit être mergé aussi dans le dev, pour permettre à ceux qui sont en train de faire avancer le code dans l'avenir, qu'ils puissent être informés que voilà, il y a eu tel ajustement qui a impacté. Et lorsque au niveau du release, ça signifie qu'au niveau du client, le client a validé, il est d'accord en termes de fonctionnalité du release, on merge vers la production, le main. Bon, avant on appelait le master, maintenant on appelle par le main. Donc c'est l'environnement de production. Et cet environnement de production, il y a un cas de figure aussi qui est très grave, c'est le hotfix. Alors le hotfix, ça signifie que voilà, c'est la version de production, il y a eu une grande incidence, ça signifie qu'on n'a pas suffisamment testé, il faut faire des ajustements. Alors dans le cas de ce cas là, c'est qu'on crée une branche hotfix, et cette branche hotfix là a tous les ajustements, et de cette branche là directement on merge vers production, mais il faut aussi le merger dans le relais, il faut le merger dans dev. Et il faut comprendre que souvent ces cas de figure peuvent faire chambouler beaucoup le projet. C'est vraiment des cas à surtout éviter, et c'est des cas qu'il faut vraiment vérifier. C'est de cela que vers la fin je vais parler du DevOps. Le DevOps aide vraiment à réduire cela, et il faut prendre le temps de faire du code review. Alors il y a ce qu'on appelle par le Kanban. Alors le Kanban ici là, c'est simplement un tableau qui suit l'évolution des issues ou des incidents, donc des différentes tâches, pour savoir la tâche à quel niveau, c'est à quel niveau. Alors ici au niveau du Kanban, il n'y a pas une règle qui dit un peu quels sont les éléments qui doivent s'afficher. Là c'est un exemple du cabinet, donc c'est quelques éléments du projet. Mais chez nous, nous avons pris une approche qui était un choix personnel, on appelle discussion. Alors discussion, c'est que la tâche est en termes de discussion, elle est partagée, on est en train de pouvoir évaluer la pertinence ou encore l'approche de solution. Alors lorsque cette tâche finit discussion, il passe à wait. Wait, ça signifie qu'il est en attente de travail. Donc il est là, il attend qu'on puisse travailler tout doux. Ça signifie que là maintenant il est disponible la tâche. Donc n'importe quel développeur qui arrive le matin, selon les labels, ça je vais l'expliquer juste à la fin des Kanban,
peux récupérer la tâche et commencer à travailler dessus. Doing, ça signifie que la tâche est attribuée par quelqu'un, pas attribuée, mais la tâche est en cours de traitement par une personne. Done, ça signifie que la tâche a été bouclée. Il se trouve en merge request, ça signifie en attente de merge request pour la branche dev. Et le release, c'est la deuxième phase, c'est pour dire que bon, de la branche dev, tout état de la branche dev, la tâche est passée en release. Ça signifie que ça devient disponible pour le client. Docs en lui-même n'est pas vraiment une étape importante, mais nous on le met toujours, c'est pour les documents, parce que faire un logiciel, oui, il faut faire un logiciel, mais après il faut être capable de pouvoir derrière faire des documents qui permettent de pouvoir savoir, par exemple, des guides utilisateurs, les référentiels de code. Par exemple, lorsqu'une personne a eu à travers son code, ça a changé une logique, c'est dans le doc, donc c'est là où on remplit le wiki. Le wiki, c'est souvent c'est un petit projet où on enregistre un peu les informations les plus importantes. Donc le doc, c'est vraiment des documents. Et lorsqu'il n'y a pas de docs, directement, on le dépose dans la version production. Donc production, ça signifie que les utilisateurs, à la fin, commencent à l'utiliser. Alors vous allez remarquer qu'au niveau des issues, par exemple chez nous, on utilise beaucoup des labels. Alors les labels, c'est en fait quand c'est juste comme une étiquette, ça permet de pouvoir déterminer la catégorie de la tâche. Par exemple, si c'est un design, si c'est de l'HTML, si c'est du Linux, c'est du Node.js, si c'est du Java, si c'est du Python. Donc ça permet simplement de pouvoir, très souvent on l'utilise de notre niveau pour déterminer la technologie qu'on va utiliser. Et à part la technologie, donc déterminer la technologie, déterminer l'environnement qui sera utilisé, si c'est par exemple l'objectif, si ce sera AWS, si c'est du DevOps. Donc un peu ces étiquettes-là permettent de pouvoir à l'équipe de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc quand le front-end il arrive, dès qu'il voit front-end team, il comprend qu'automatiquement c'est ma tâche à moi. S'il voit un back-end team, il sait que c'est une tâche back-end, DevOps, base de données. Donc ça permet juste de pouvoir orienter tout un chacun à faire des bonnes tâches, de savoir la tâche qu'il faut exécuter. Alors, là, vous avez déjà vu que, ok, on a parlé de Git, donc comme un gestionnaire de votre application. On a parlé du workflow. On a parlé de la roadmap qui vous donne une vue sur où vous voulez amener votre application dans le temps. Il y a ce qu'on appelle par des gestions d'incidents. Alors, on a généralement les deux gestions d'incidents, les incidents clients et les incidents code. Alors, client, c'est quoi? C'est que le matin, l'équipe se réveille, il remarque que bon, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Donc, il y a un code qui ne passe pas. Ou encore, il y a un code ou encore il y a une interface qui ne répond pas comme il le souhaite. Après là, bien sûr, ça dépend de votre SAV, le service après-vente. Donc, s'il remarque que par exemple, qu'il y a un code qui ne passe pas, il y a une mise à jour qui ne passe pas, il y a des recommandations, c'est ce qu'on appelle des gestions d'incidents clients. Et généralement, il y a plusieurs approches. Par exemple, ce site-là, il y a des mails. Il y a des entreprises qui envoient des emails qui vont faire que voilà, qu'à chaque fois qu'ils vont remarquer un bug, ils vont faire les emails. Mais ce qui est aujourd'hui beaucoup utilisé en entreprise, qu'en Europe, aux États-Unis et même nous, au niveau de l'entreprise, c'est Mantis Bug Tracker et Jira Work Management, si je ne me trompe pas. Alors, sur le Mantis Bug Tracker, il est intéressant parce qu'il est open source. Donc, ça signifie que n'importe qui peut utiliser, n'importe qui peut travailler dessus. Alors, sur le Jira c'est une solution qui est beaucoup appréciée parce qu'au niveau de Jira, il y a des interfaces assez simples, faciles à utiliser par rapport à Mantis. Mantis,
demande qu'au niveau du client, qu'il y ait une équipe technique un peu avancée par rapport à Jira. Mais après, il y a beaucoup d'approches. Donc là, c'est des gestions d'incidents au niveau du client. Et deuxième des choses, on ce qu'on n'appelle pas des gestions d'incidents code. Alors là, il faut bien se dire, c'est que dans la gestion d'incidents code, c'est que c'est des choses qui se passent où ce n'est pas le secteur qui le prend. Je vous prends le cas le plus simple. Au niveau de votre backend, vous avez créé une méthode et la méthode devait recevoir un tableau. Pour recevoir un tableau pour exécuter une fonctionnalité. Et je ne sais par quelle raison, au lieu de recevoir un tableau, il a reçu par exemple une chaîne de caractères. En le recevant, ça crée une chaîne de bugs. Ça crée du bug. À ce moment, parfois, le client ne connaît pas d'où vient le bug, ou même s'il dit même le bug, parfois vous n'avez pas une vue de qu'est-ce qui a pu causer ce bug-là. Ce bug-là vient d'où, a été causé par quelle anomalie, causé par quel souci. C'est là que ce qu'on appelle des incidents de code. Donc, c'est des plugins qu'on installe sur vos langages qui va prendre son temps à pouvoir écouter les exceptions. Donc, les exceptions, c'est des bugs. Et en écoutant ces exceptions, il enregistre sur une application. Et sur l'application, vous pouvez savoir que, que par exemple, la méthode X n'a pas reçu un tableau, a reçu une chaîne de caractères à 12h05. Et ça vous permet, vous, derrière, de venir et de faire des amendements pour ajuster. Donc, ce qu'on appelle les gestions d'incidents code. Et sur cela, c'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais depuis toujours, personnellement, au niveau du cabinet, on a toujours utilisé Sentry. Sentry qui est assez très bien, qui s'installe assez bien. Donc, du PHP, du Java, du Node.js et aussi ils ont des plugins adaptés au framework aussi. Donc, à partir de là, vous avez ce qu'on appelle par des incidents code. Bien sûr, lorsqu'il y a des incidents code, tous vos problèmes et tous vos codes seront redirigés vers votre gestionnaire de projet, soit GitLab ou GitHub. Et à travers le gestionnaire de projet, vous avez la possibilité de rectifier, bien sûr en respectant le workflow. Donc si c'est en production, c'est un cas compliqué, c'est un autre fixe. Si c'est en release, encore c'est un release fixe, mais bon, si c'est sur un environnement de développement, bon, là vous pouvez vous dire ok, il n'y a pas de problème, on peut le regarder doucement. Donc selon votre police et votre approche que vous pouvez le définir. Alors, on va attaquer la phase conseil. Alors ici sur la phase conseil, c'est que déjà c'est très difficile de s'engager sur ce genre de projet si à la base on ne fait pas du DevOps. Alors bon, le DevOps, le but c'est qu'avant il y avait des développeurs et il y avait des ops, donc c'était des gens qui géraient l'infrastructure. Et il y a eu un nouveau module qui s'appelle DevOps qui arrive à relier cela. Je vais vous prendre des cas les plus simples. Nous qui avons codé, je pense beaucoup plus tôt, je pense dans les années 2009-2008, lorsque vous avez traité du code, vous avez traité une version, il fallait utiliser FileZilla. Donc FileZilla, c'était quoi? C'était du copier-déposer. Copier-déposer, ça signifie que la personne qui se retrouve là fait du CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, et je vous dis que c'est pas facile parce que il faut bien le déposer, il faut bien le prendre. Il y a d'autres cas de figure. Aujourd'hui, vous avez un client, vous avez le backend. Le backend aujourd'hui qui gère votre site d'e-commerce a ajouté une nouvelle table dans la base de données. La table commentaire. Dans la table commentaire, il y a l'ID de l'utilisateur, il y a je sais pas, la date, et puis le mot à publier. Mais sans le DevOps, ce qui devait se passer, c'est que lui, il devait vous proposer, de vous envoyer un truc SQL qui définit comment vous allez modifier la base de données. Il fallait le prendre, se connecter à votre gestionnaire de base de données,
le déposer, regarder les faits, vérifier. Et ça, c'est vraiment pas du tout facile. Hein. C'est bien quand c'est des petits projets, mais j'ai vécu ce genre de cas quand c'est des projets qui sont lourds et qui a beaucoup d'implications en termes de clés primaires, clés étrangères, ça devient vraiment difficile. Et vous avez aussi des cas de figure. J'ai parlé de FileZilla, j'ai parlé de dépôt. Vous avez des cas de figure de l'évolution d'un plugin. Par exemple, une personne a travaillé sur l'interface front-end et vous l'avez dit, écoutez, moi j'ai bien envie d'avoir une exploitation Excel. Il va sur NPM, mais NPM, il trouve un plugin d'exploitation en Excel, je pense Excel Report que j'aime bien utiliser. Alors il le prend, il l'intègre. Quand il l'intègre, ça marche bien chez lui. Mais pour l'intégrer sur le serveur, sans le DevOps, vous devez prendre votre PC, installer les dépendances sur votre PC, copier, aller déposer. Ça encore, je vous le dis, ça prendrait énormément de temps et ça rendait la mise en production très difficile. Il y a beaucoup de projets, ça, je dis, qui ont bien commencé, bien marché sur le PC, tout était bon, mais sur la mise en production, c'était compliqué. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les approches, les gens utilisent beaucoup de Docker qui vient un peu rectifier un peu ces difficultés. Mais déjà, le DevOps, c'est une base qu'il ne faut surtout pas s'empêcher. Alors, les bases de données, mon petit conseil sur les bases de données, c'est qu'il faut savoir que lorsque sur une architecture microservice, le front-end travaille avec la base de données, il faut arriver à avoir une base de données en version dev, une base de données en version pré-prod, une base de données en version de production. Pourquoi il faut le faire? Parce qu'aujourd'hui, au niveau de votre équipe de développement, quand ils vont commencer à travailler, il faut que lorsqu'ils travaillent sur une base de données, que la base de données n'impacte pas la base de données en production. Ce qui est recommandé, ce que nous utilisons beaucoup, c'est qu'on met un suffixe. Donc souvent, si le truc c'est ERP, on met ERP/dev, ERP/prod, ERP/preview. Ça permet simplement pour nous de différencier les différentes bases de données. Deuxième des choses, c'est de faire un dump régulièrement protégeant les données confidentielles. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'environnement de pré-prod ait au moins les données de 1 mois avant, je ne sais pas, 1 mois, c'est peut-être de 3 à 4 mois, ça dépend du projet, qu'ils aient une base de données qu'ils puissent prendre, qu'ils puissent l'intégrer. Donc régulièrement, il faut faire des dumps, donc extraire cette base de données-là, le mettre sur les bases de données d'environnement pour permettre que quand l'équipe travaille, qu'il soit sur des données qui sont beaucoup plus cohérentes ou qui sont beaucoup plus significatives, qui permettent de faire des tests beaucoup plus approfondis. Sachant que ces mêmes exportations, vous devez le faire dans le cas d'un hotfix. Hotfix, ça signifie que sur le système en production, il y a eu un problème selon un scénario précis et on vous demande de rectifier. Dans ce genre de cas, il faut faire un dump de la base de données, le mettre sur la base de données en pré-prod pour faire les traitements. Ce que je recommande toujours, c'est jamais de faire une modification en version production. Même si moi-même je ne recette pas souvent je le fais, mais il ne faut pas le faire, sauf vraiment si vraiment vous avez vraiment le problème. Alors, il y a les variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement, c'est quelque chose de très important. Si je vous prends par exemple un cas, vous travaillez sur un backend et sur votre backend, il arrive que vous devez créer par exemple, acheter par exemple AWS et vous devez créer un objet sur AWS S3. Donc vous devez déposer un bucket. Alors, ce qui se passe, c'est que ces codes d'accès, c'est des codes d'accès qu'il faut protéger parce que chaque personne qui vient travailler dans le projet, logiquement, dès qu'il fait travailler le projet, il quitte le projet. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre ces variables-là et de donner ces variables-là à l'équipe. C'est une grosse faille de sécurité. C'est pour cela qu'on utilise des variables d'environnement. Les variables d'environnement permettent d'améliorer le DevOps. Dans quel contexte? C'est que, par exemple, vous travaillez sur un backend en Java et sur le backend en Java, par exemple, à chaque fois qu'il doit passer sur le release, il faut qu'il vérifie que, par exemple, que toute
les tables qui se trouvent dans le code sont les mêmes qui se trouvent sur le serveur. Alors, c'est vrai que l'environnement peut le faire comprendre que là, il s'agit de la branche dev. Donc, il peut suivre un workflow spécial. Et c'est la branche prod. Il peut suivre un workflow spécial. Donc, selon les branches, il améliore largement. Et souvent, les variables d'environnement sont au niveau de votre gestionnaire de code ou au niveau de votre excusez-moi, ou au niveau de votre infrastructure qui peut être GitHub, GitLab, une infrastructure, je sais pas, de AWS, OVH, Azure. Et définir un traitement selon la branche. Donc, les variables d'environnement permet de pouvoir améliorer pour dire, bon, j'aimerais respecter tel ou tel cycle, mais pas telle branche. J'aimerais que, par exemple, lorsque nous passons sur la branche de release, qui puisse avoir des tests unitaires. Donc là, ces variables d'environnement vraiment vous aident à pouvoir améliorer le traitement. Et je pense que pour finir, nous allons parler des outils collaboratifs et des webhooks. Alors, quand vous travaillez sur un projet, c'est très important d'avoir un outil collaboratif qui est pour faciliter les échanges de données. Sur le marché, il y a deux grands, c'est Teams et c'est Slack. Et puis il y a Discord que j'ai travaillé un peu sur certains projets qui est très intéressant, très fluide, très léger, un peu à l'approche WhatsApp, mais qu'on peut faire beaucoup de choses, qui était à la base utilisé beaucoup plus pour des gamers, mais qui commence à beaucoup être utilisé pour des projets informatiques par rapport aux fonctionnalités qu'elle offre. Et vous avez des webhooks. Alors les webhooks, c'est juste des API qui permettent un peu de communiquer entre les plateformes. Je vais pardon prendre un cas le plus simple. Si vous avez une application front-end de type Jamstack et que vous le mettez sur Netlify, vous allez simplement remarquer que lorsque vous allez faire un merge request vers une branche observable, ça signifie qu'au niveau de Netlify, vous allez dire moi j'aimerais que quand le code arrive, que si ça vient de telle branche, c'est telle URL, il va le faire automatiquement. Donc il y aura une pipeline qui sera déclenchée, qui va automatiquement merger. Et comment ça se fait? C'est des webhooks. Donc c'est des API qui fait que GitHub ou GitLab communique avec Vercel. Et puis là vous allez encore le voir encore qu'elle s'écrit, c'est au niveau de Amplify. Amplify au niveau de AWS, c'est que quand vous faites votre code et vous mergez vers une branche qui est observable, vous allez remarquer que parfois votre pipeline n'a pas bougé, mais au niveau de AWS Amplify, il y a un traitement qui s'est passé. Donc je pense que c'est 4 étapes qui se passent. Les 4 étapes sont passées et à la fin, ils donnent un retour positif. Donc les webhooks sont utilisés pour plusieurs approches. Donc la première approche, c'est pour bien gérer votre code. C'est pour permettre une communication selon les événements, parce que le webhook travaille mieux avec les événements. C'est pour dire, bon, si à tel traitement le faire. Par exemple, nous au niveau du cabinet, par exemple on a des projets sur Slack très souvent, lorsque un consultant merge un travail, fait un commit, automatiquement il y a une chaîne qui porte le nom du projet /dev qui reçoit les informations. Ça permet au chef de projet ou à l'équipe en une seconde de savoir un peu tous les commits qui sont faits. En cliquant sur le commit, essayer de voir quels sont les codes qui ont été modifiés pour faire des commentaires ou faire des ajustements. Donc le webhook et le webhook que j'utilise dans mon site, dans beaucoup de choses, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui sont plus d'ordre du DevOps. Donc je pense que c'est la dernière chose. Je vous remercie pour la parole et je reste vraiment ouvert à toutes les questions. Merci. Merci Monsieur Ovaga, merci pour votre intervention. Alors nous allons commencer par la première question. Dites-nous, entre la gestion d'incidents code et la gestion d'incidents client, quelle méthode selon votre expérience préférez-vous? Bon, sur les deux méthodes, il n'y a pas une méthode qui est supérieure à l'autre. Les deux méthodes
vont de parallèle. Le client, très souvent, le client font des remarques en termes de scénario. Et donc, ça signifie que c'est le scénario, c'est le UI design, donc tout ce qui est expérience d'utilisateur ou expérience d'interface. Maintenant, de la gestion d'incidence au niveau du code, c'est vraiment pour voir est-ce que votre code passe bien, est-ce que l'utilisation des méthodes, par exemple, si vous utilisez du typage fort, c'est de voir est-ce que dans le typage fort, ça signifie que quoi? Que de la manière qu'on reçoit les informations dans une méthode, dans une classe, ça doit vraiment respecter une structure. Les gestions d'incidents en termes de code peut vraiment vous aider à voir est-ce que tout le monde envoie les bonnes données, si ça se passe correctement et d'identifier des problèmes qui peuvent arriver dans le temps. D'accord. Et selon votre expérience, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de dire que par rapport au développement automatique ou au DevOps, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de dire que FileZilla est révolu? Bon, après, moi de mon côté, j'utilise du FileZilla, je pense, depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, avec le DevOps, par exemple, souvent je me rappelais dans FileZilla, quand on commençait à coder, on utilisait l'option FTP parce que c'était pour des projets PHP. Donc, il va déposer vers FTP. Mais dans le DevOps, vous avez déjà un plugin qui s'appelle une bibliothèque qui s'appelle LFTP qui vous permet de pouvoir envoyer. Donc, c'est mieux de le faire parce que bon, c'est assez facile, c'est usuel de l'utiliser. Mais après FileZilla, aujourd'hui, je pense que ça reste toujours important si vous devez vous promener dans le dossier. Par exemple, il y a eu un envoi de code sur votre file, sur votre dossier FTP et vous aimeriez un peu naviguer, voir un peu comment ça se passe, voir est-ce que peut-être il y a eu un bug. Bon, ça, je pense que ça devient plus une solution pour explorer votre dossier FTP que vraiment une solution comme dans le temps utilisée pour déposer votre code ou s'assurer que votre code est bien installé sur votre serveur. D'accord. Et une dernière question ou peut-être une suggestion. En quelques mots, que pouvez-vous nous dire sur le cycle de vie d'une application? Juste en quelques mots. Bon, le cycle de vie d'une application, c'est comme un enfant, mais c'est un enfant qui ne meurt pas. Donc, il naît, il grandit et vieillit, il naît, il grandit et vieillit. Donc, une application ne finit jamais. C'est un cycle qui s'arrête jamais. Et il faut toujours rester éveillé et toujours accompagner votre solution, sinon la solution peut disparaître. Merci. Alors, nous arrivons au terme de notre webinaire. Nous rappelons que nous avons été assistés de M. Seya Kovaga, coordonnateur de Codenext Africa. Il est aussi le gérant du cabinet CIPI. Et le cabinet CIPI, jusqu'à aujourd'hui, est toujours à la recherche des représentants et des consultants dans différents pays d'Afrique, notamment l'Afrique francophone. Et vous pouvez consulter leur site qui a été mis en description en amont. Nous rappelons aussi que Codenext Africa est joignable sur codexafrica.site. Vous avez la possibilité, par le biais du site, de devenir membre de l'équipe en allant juste nous rejoindre sur notre chaîne Slack. Et vous avez aussi la possibilité de devenir notre partenaire en visitant notre page Open Collective. Par ce, je vous dis merci, au revoir, à très bientôt, à nous revoir la semaine